Saint-Charles de Foucault, 1858-1916. Un officier de cavalerie toujours à l'action, un explorateur scientifique brillant, une vocation obstinément cherchée, une âme assoiffée de solitude et d'absolu, ouverte à l'universel. Un éminent spécialiste du monde touareg, un prêtre au sacerdoce atypique, désireux de fraternité, brûlant d'un feu missionnaire. Autant d'aspects qui se superposent, s'enchevêtrent, se complètent chez Saint-Charles de Foucault. Le 1er décembre 1916, il est assassiné à Tamanrasset par un groupe d'islamistes venus de Libye. Comme tous les hommes de communion, il est mort victime de la violence. Mais sa mort parle plus que toute sa vie. Non loin de son corps recroquevillé comme un fœtus, se trouve à même le sable l'hostie que frère Charles a tant contemplé et l'évangile qu'il a tant médité. Son maître et seigneur, Jésus de Nazareth, l'a rejoint dans son ultime anéantissement. Dans ce premier numéro de votre émission Pèlerin de Dieu, à la découverte de Saint-Charles de Foucault, nous vous donnons rendez-vous dans l'Est de la France et à Paris afin de mieux comprendre son enfance difficile, son adolescence compliquée, puis la carrière militaire éclair d'un jeune officier issu de Saint-Cyr, puis de l'école d'application de cavalerie de Saumur, qui retourne à la vie civile dès l'âge de 24 ans. Pèlerin de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson. De Saint-Charles de Foucault enfant, on pourrait dire pas un jour où il n'a été profondément aimé, et il pourra rajouter pas un jour où il n'a profondément aimé sa famille. Nous, les parents de Saint-Charles de Foucault, Édouard de Foucault et Élisabeth de Morlaix, ont, pendant les 9 années de leur vie de famille, formé un couple très uni. Nous sommes à la paroisse Saint-Pierre-le-Vieux de Strasbourg en 1855. Un très beau mariage a été célébré à la cathédrale. L'époux a 35 ans, il est sous-inspecteur des forêts, et l'épouse, la maman de Saint-Charles de Foucault, 26 ans. La maman possède un père, donc c'est le grand-père, le colonel Charles de Morlaix, officier de génie qu'on va retrouver bientôt, et qui servait à Besançon avant son affectation à Strasbourg comme directeur des fortifications. Le jeune couple, très aimant, a eu un premier fils qui allait mourir un mois plus tard, en 1857, ce qui explique que lorsque Charles de Foucault, Saint-Charles de Foucault, Charles Eugène, né le 15 septembre 1858, un an plus tard, il est ondoyé, il est baptisé à la maison tout de suite, 2 jours après, avant de recevoir le baptême le 4 novembre 1858. Et le papa, Édouard de Foucault, a été nommé inspecteur quelques années après. Il a 4 ans, Saint-Charles de Foucault, à Wissembourg, au nord de l'Alsace, un poste important. Saint-Charles de Foucault va avoir une petite sœur, Marie, appelée Mimi, très chérie pendant toute sa vie, en 1861, et il va se souvenir de sa première enfance, des gestes de piété que sa maman lui inculquait, prière du matin et du soir, visite aux églises, bouquet au pied des croix, crèche à Noël et mois de Marie. Mais son papa va subir une maladie professionnelle, la maladie de Lyme, qui vient d'une piqûre de tique, particulièrement vivace dans les forêts. Et lui, il passe son temps à se promener dans la forêt, et notamment en Alsace. Et cette maladie, qui n'a pas été prise à temps, va dégénérer dans une sorte de... les gens vont croire qu'il est atteint de folie, alors que c'est simplement la maladie de Lyme. Et là, il est envoyé dans une maison à Paris. On est tout à fait au début de ces traitements un peu psychologiques, et la maman n'y survit pas. Elle souffre de névralgie à la suite du départ de son mari, et à 6 ans, Saint-Charles de Foucault est orphelin de père et de mère. En quelques mois, le papa puis la mère décèdent, et c'est pas fini, puisque il est recueilli par sa grand-mère
paternelle, Madame de Foucauld. Et là, lors d'un séjour, elle prend avec elle les deux petits orphelins, qui a Saint-Charles de Foucauld et puis Marie, qui a 6 ans. Et là, ils sont entourés par des vaches non gardées. La maman, la grand-mère a peur et meurt devant les deux enfants d'une crise cardiaque. Alors là va arriver un personnage un peu extraordinaire, un très beau personnage, c'est le grand-père maternel, le baron de Morlaix, il y a un conseil de famille qui décide que ce grand-père va prendre le colonel de Morlaix, va recueillir les deux orphelins, et là la vie de famille avec une nourrice est très aimante, et le Saint-Charles de Foucauld va commencer sa scolarité à Strasbourg en 1864. Alors, ce colonel de Morlaix, donc il récupère ses enfants. René Bazin, qui est le premier biographe de Charles de Foucauld, a écrit qu'il avait eu une enfance très heureuse. En réalité, il faut quand même faire état de ce traumatisme de la petite enfance qui a profondément assombri la vie et certainement aussi l'avenir de Charles de Foucauld, qui n'a pu en être que traumatisé de ses deuils successifs. Mais donc Monsieur de Morlaix donc va récupérer ses enfants et leur offrir avec son épouse quand même une période très heureuse. Et il dira de son grand-père, mon grand-père dont j'admirais la belle intelligence, dont la tendresse infinie, entoura mon enfance et ma jeunesse d'une atmosphère d'amour dont je sens toujours avec émotion la chaleur. Alors, il y aura un autre avis sur ce colonel de Morlaix de la part de Georges de Latouche, qui est un de ses parents, donc de sa famille. Il dit: le colonel de Morlaix, dont la bonté n'a été égalée que par une excessive faiblesse, sous une direction moins sénile, cet enfant admirablement doué d'une intelligence d'élite au cœur d'or eût pu devenir un homme remarquable. Alors bon, un commentaire extrêmement dur, et donc on voit qui va être démenti à l'avenir, puisque Charles de Foucauld va se ressaisir après un égarement dont on verra toutes les conséquences dans l'adolescence et la jeunesse. Et donc c'est cette enfance qui est quand même assez heureuse, et dans laquelle donc à Strasbourg il a surtout comme horizon, il est destiné à la vie militaire, puisque durant cette période, eh bien le grand divertissement, c'était d'assister avec son grand-père à un défilé, une prise d'armes. Donc il avait toutes les explications possibles sur la vie militaire, et donc c'était vraiment toutes les distractions qu'il avait. On peut dire quelque part qu'il était prédestiné et même en quelque sorte condamné au métier des armes. Alors pendant ces vacances, il va aussi faire la connaissance avec une tante, Inès de Bondy, qui va Inès qui est de Moistier pardon, excusez-moi, qui sera la mère de Catherine et Marie, notamment Marie de Bondy, qui sera une des grandes amies de Charles de Foucauld, qui exercera une très bonne influence sur lui. Elle est de 10 ans son aînée, elle va se prendre d'affection pour ce petit cousin. Et donc là, il reçoit quand même, il avait eu l'éducation religieuse de sa mère très pieuse, et ici c'est par ce biais de ses cousines qu'il recevra encore cette éducation religieuse, notamment avec une dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, qui va certainement le marquer, puisque ça ressortira plus tard lorsqu'il reviendra à la foi après son rejet de la foi. Et donc c'est cette dévotion au Sacré-Cœur de Jésus aussi qui baigne son enfance. Lui, il a 12 ans lorsque la vie politique internationale le rattrape. C'est la guerre de 1870. La Prusse qui envahit et qui est victorieuse du Second Empire de Napoléon III. Et nous sommes à Strasbourg. C'est la fuite, l'exode. Charles et sa famille. Alors c'est une famille aristocratique, militaire. Ils connaissent le gouverneur militaire de Strasbourg dans cette famille, avec le grand-père, le colonel de Morlaix. Donc il y a d'abord un exil, et puis à Rennes, et enfin à Berne en Suisse, avant le retour dans une Alsace annexée. Mais il reste, c'est l'Allemagne qui dirige, mais eux ils restent français
il y a un vrai patriotisme pour la France. Il prend des leçons d'équitation, c'est un homme vigoureux, à 17 ans, il explique qu'il a pris 14 bains de mer à Boulogne-sur-Mer, pas très loin de chez nous, pratiquer la chasse, et puis c'est un bibliophile, il aime beaucoup les très anciens livres, mais ses lectures, on va le voir, ne sont pas toujours très pieuses. Il s'intéresse aux écrivains athées de l'Antiquité et puis les auteurs de la Renaissance qui aiment beaucoup aussi l'Antiquité. Sa scolarité à Nancy est plutôt bonne. Il aime beaucoup l'histoire-géographie. À 14 ans, c'est sa première communion. Le matin, la première communion. L'après-midi, la confirmation. Et là, un livre qu'il ne va pas lire tout de suite, un cadeau de sa cousine Marie Moitessier, qui est un livre de Bossuet, Élévation à Dieu sur tous les mystères de la religion chrétienne. Et alors là, le seul fait que ce livre soit donné par sa cousine, qu'il aime beaucoup, c'est très précieux, mais il le lit pas pour l'instant, et ce livre va avoir un rôle majeur plus tard. Il a d'abord une scolarité à Strasbourg, et puis à Nancy, entre 12 et 16 ans, et où il obtient à 16 ans la première partie de l'examen du baccalauréat, avec la mention assez bien, c'est plutôt un littéraire, et sa scolarité va le mener bientôt à Paris. Pèlerin de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson. Le colonel de Morlaix, son grand-père, donc qui se préoccupe de son éducation, l'envoie à Paris, à Sainte-Geneviève en 1874 chez les Jésuites. À ce moment-là, donc Charles de Foucauld s'est déjà éloigné de la foi. Il avait fait une première communion, une confirmation extrêmement fervente à l'âge de 13-14 ans. Et puis, à partir de ce moment-là, ses lectures, comme on a dit, vont progressivement l'éloigner. Il se nourrit de Rabelais, Montaigne, Voltaire. Et donc, il va vivre un refroidissement et un éloignement de la foi. Et donc, son grand-père s'en préoccupe assez peu. Il se dit, ça reviendra avec le temps. Et donc, il va donc chez les jésuites de Ginette, Sainte-Geneviève à Paris. Et là, il fait son année de philosophie. Le contact avec... donc, le but, c'est la carrière militaire. Il prépare son entrée au concours de Saint-Cyr. Alors, le contact avec les jésuites n'a pas du tout eu d'effet positif sur son scepticisme religieux. Au contraire, ça va l'accentuer. Il va vraiment se révolter contre un régime qu'il trouve carcéral. En fait, il trouve ça, il supporte pas la discipline de cet établissement. Et donc il se rebiffe aussi sur le plan intellectuel. Il dit donc sur le dogme chrétien, rien ne me paraissait assez prouvé. La foi égale avec laquelle on suit des religions si diverses me semblait la condamnation de toutes, moins qu'aucune d'elles, celle de mon enfance me semblait admissible avec son 1 égale 3 que je ne pouvais me résoudre à poser. Donc voilà, on ne peut pas dire que c'est une révolte ouverte contre la religion, mais il va complètement se retirer de cette question. Et d'ailleurs, en fait, il n'a aucun contact, aucun dialogue avec les jésuites de l'établissement sur le plan religieux. Il a pris la porte en fait et il s'est retiré. Et donc aucun échange spirituel qui pourrait le ramener à la foi. Alors progressivement, eh bien, il va se désinvestir de ses études. Alors qu'on a dit c'est un élève brillant, extrêmement intelligent. Il devient au niveau de ses notes moyen, puis médiocre et finalement désastreux, en travaillant de moins en moins, au point que, en mars 1876, les jésuites décident de l'exclure discrètement.
Et donc, en respect pour le colonel de Morlaix, il n'y a pas une exclusion sous mode de sanction, mais il peut se réinscrire à Ginette, et donc il doit maintenant préparer son concours de Saint-Cyr. Et alors la peine de son grand-père va le toucher. Il va quand même, on peut dire qu'il est paresseux, qu'il est sensuel, on verra aussi par la suite, mais il a bon cœur, et donc devant la peine de son grand-père, il va se remettre à travailler d'arrache-pied, au point qu'il est reçu avec succès 82e sur 412 élèves au concours de Saint-Cyr, ce qui est tout à fait honorable. Oui, c'est vraiment dommage parce que il a des grandes capacités. Vous l'avez dit, pas de rejet de l'autorité parentale. Son grand-père, il aime beaucoup. Il avait un sens de la famille incroyable. Pas d'anticléricalisme, alors que nous sommes aussi dans la deuxième moitié du 19e siècle où c'est très anticlérical. C'est la Troisième République qui prend son envol. Et puis des mauvaises lectures. Il suffit en fait, il est imprégné de ce qu'il lit. Et puis absence de rencontres de vrais chrétiens qui ont le feu. Voilà, tout simplement. Et il nie rien, mais il ne croit plus rien. Alors, vous l'avez dit, grâce à ce sursaut, il rentre à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, et lui qui voulait pas de contraintes, eh bien là, il est en régime militaire, 400 élèves, levé à 5h du matin, une sortie par semaine le dimanche, facilement supprimée, et lui, il va être souvent, il va recevoir des suppressions de sorties, quelques jours de congé pour les fêtes de fin d'année et 10 jours de congé à Pâques. Mais il travaille. À la fin de la première année, il est au 143e rang avec les galons de première classe, ce qui va lui permettre de passer en deuxième année dans la cavalerie. Ce qu'il voulait, et c'est d'ailleurs un de ses traits de caractère, c'est l'explorateur. Et la cavalerie, dans l'art militaire, ce sont les cavaliers qui explorent avant le combat notamment. Mais dans cette deuxième année, il se rend compte que ses qualités de cavalier sont pas assez importantes. C'est un noble qui monte les chevaux pendant les vacances, alors que là c'était 4 heures par jour et les meilleurs cavaliers avaient du mal. Et surtout, il va avoir un grand choc émotionnel, c'est la mort de son grand-père, qu'il a recueilli, orphelin à 6 ans. Il sent que ça arrive, il demande une permission, et puis alors là, c'est un choc complet. Peut-être que le traumatisme vécu par les parents, où il était très jeune, va ressurgir là, mais il a l'impression d'avoir fini complètement son enfance, d'avoir pris 20 ans d'âge, et c'est comme s'il faisait une sorte de petite dépression à l'intérieur, et c'est dans cette disposition qu'il va partir à l'école d'application de cavalerie de Saumur. Il quitte Saint-Cyr sans regret. Il dit à un de ses amis, Gabriel, à qui il avait été très proche à Saint-Cyr, « Tu me demandes si en quittant Saint-Cyr, je ne sais s'il faut rire ou pleurer. Foutre, oui, je le sais, il faut rire, et terriblement et furieusement. C'est effroyable, tu ne te figures pas quel enfer est Saint-Cyr. » Alors à Saumur, il se retrouve, il hérite de son grand-père, donc il est extrêmement fortuné, mais désœuvré. Et donc, ses vacances, il dit, depuis ma sortie de Saint-Cyr, je suis ici, vivant le plus tranquillement du monde. Je passe mon temps à chasser et à me promener à cheval. Je dors longtemps, je mange beaucoup, je pense peu. Excellentes conditions pour bien se porter. Donc ça, c'est son état d'esprit quand il rentre à Saumur, à l'école de cavalerie de Saumur. Donc il y est sous-lieutenant. Alors il va vivre une période, vraiment, c'est un gars qui a des capacités, des grandes qualités de cœur, et on verra qu'il déploiera ses qualités après. Mais pour l'instant, on peut dire vraiment qu'il sommeille. Alors il est avec Antoine de Valbonsat, marquis de Morès, avec qui il partage sa chambre, et tous les deux vont mener une belle vie en partageant un état d'esprit, on peut dire assez détaché du sens des devoirs, et ce Morès aura une destinée assez similaire à la sienne, sauf qu'il mourra complètement dans l'impiété, il vivra pas du tout ce retour à Dieu tel que Charles de Foucault va le vivre. Alors il passe son temps à profiter de la vie, il obéit peu, il a beaucoup de sanctions, de punitions pour des retards, pour des insolences, pour des refus d'obéissance.
Et donc voilà ces années qui s'écoulent, il dit à son ami Gabriel, il lui écrit: je suis assis à mon vieux secrétaire sur ces vieux fauteuils où tu m'as vu si souvent, me voici entouré de mes bons vieux meubles. Tout cela ne fait que rappeler ce bon temps d'autrefois qui s'est passé pour toujours. Nous étions si heureux et si tranquilles, mais maintenant le bonheur et l'insouciance s'en sont allés. Je sentais bien mon bonheur dans ce temps-là, mais pourtant je n'aurais jamais cru que je regrettais tant ces années. Pèlerin de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson. Nous sommes avec Saint-Charles de Foucauld, Saint-Cyrien, école militaire de Saint-Cyr, et puis jeune officier. C'est la période difficile de sa vie. Il a 20 ans, et là, les hormones travaillent, les pulsions sont là. Il est abandonné à lui-même, son orphelin, son grand-père qui l'a recueilli est décédé, et il est dans cette ambiance aristocratique avec beaucoup d'argent où il a les plaisirs de la table et les plaisirs aussi de filles. Alors souvent on a dit que c'était un fêtard, voire un débauché. Alors c'est pas vrai. En fait, dans ses amusements, il va aller en garnison, notamment à Pont-à-Mousson en 1879. Il a 21 ans. Il organise des fêtes, mais lui-même, il a un vide intérieur. Il ne se réjouit pas de ces fêtes. Il sent qu'il y a un manque. Alors ce manque, il essaye de le combler par, c'est vrai, des filles qui suivent les pelotons d'officiers très riches, notamment Pont-à-Mousson. On est près de Nancy, et donc il y a d'ailleurs le train qui affecte des wagons exprès pour que les filles arrivent, ou pour que les jeunes officiers passent du bon temps à Nancy. Donc il participe à ça. Il reçoit également des sanctions disciplinaires parce que il y a une fille particulièrement qui le suit. Or c'était pas possible dans l'armée. Mais d'un autre côté, on s'aperçoit que si on relit précisément les comptes rendus des généraux sur sa capacité militaire, ils sont tous très bons. Lorsque il est un homme d'action, il doit diriger des hommes, il est très bon, et finalement il ne sera jamais mal noté en service. Effectivement, il aura des sanctions pour des écarts de conduite, et là il va faire la grande rencontre, c'est que il va être envoyé en garnison à Bonn et à Sétif. Ce qu'il a besoin, Charles de Foucauld, c'est de l'action. Et de fait, le fait de partir, d'aller prendre les armes, aller se battre, c'est quelque chose qui le motive énormément. Alors, ce contexte militaire, faut rappeler, c'est que donc lui, c'est un exilé de l'Alsace. On l'a peut-être pas trop expliqué, mais c'est un exilé quand l'Alsace a été annexée à l'Allemagne en 70. Donc avec son grand-père, ils sont partis pour pas être allemands. Et donc, mais il y a toujours cet esprit de mobilisation, cet esprit de revanche qui est là très fort. Et donc, et ça l'habite aussi. Et il a envie de passer à l'action. Et donc là, il demande, donc après avoir été exclu de l'armée, il y est réintégré, et cette relation avec sa maîtresse, c'est aussi quelque part, il la présente comme sa femme à l'époque. Il y a une dimension de provocation aussi, plus que de débauche, où il s'oppose au code de la société, et il veut provoquer. Mais donc parler de débauche, c'est sans doute un excès de langage. Alors là, il est mobilisé, et effectivement, il se révèle quand même un excellent lieutenant. Il est fiable, et donc il va pouvoir vivre cette mobilisation qui lui fait du bien. Simplement, il y a toujours ce problème de la discipline, ce problème de l'obéissance, et donc finalement, il va donc après 2 ans de mobilisation,
Ce sera une période de non-activité, il est démobilisé, et là reviennent ces démons, donc en 1881, avant qu'il reparte pour de nouvelles aventures.